Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire consacré aux infirmiers nouvellement installés en libéral. Je suis Laurence Ballot, responsable relations cotisants à l'URSSAF Alsace. Bonjour à toutes et à tous, je suis Pascal Amoroso, responsable accueil à l'URSSAF Alsace également. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais porter à votre attention quelques points importants concernant le déroulé de cette webconférence. Je vous informe tout d'abord que cette webconférence est enregistrée. En conséquence, si vous ne souhaitez pas apparaître dans cette vidéo, veillez à couper votre caméra et votre micro. Le lien vers le replay ainsi que le support vous seront d'ailleurs transmis à l'adresse mail que vous avez indiquée lors de votre inscription à ce webinaire. Autre précision, vous avez un onglet Conversation sur le haut de votre écran. N'hésitez pas à y poser vos questions et à consulter les réponses apportées au fur et à mesure par nos chatteurs experts métiers. Nous consacrerons en outre une vingtaine de minutes à la fin de cette webconférence à répondre oralement à quelques questions. Attention cependant à ne pas communiquer d'informations personnelles dans vos questions. Voyons maintenant les thèmes que nous allons évoquer ensemble aujourd'hui. Je commencerai par vous présenter vos interlocuteurs en termes de protection sociale, puis nous aborderons avec Pascal les différents régimes fiscaux applicables et l'assiette de vos cotisations sociales. Ensuite, nous entamerons une grande partie consacrée au recouvrement de vos cotisations sociales et qui comprendra notamment l'exonération ACRE en début d'activité, le calcul de vos cotisations et les modalités de déclaration de vos revenus et de paiement de vos cotisations. Puis, nous vous présenterons votre protection sociale proprement dite en tant que travailleur indépendant. Nous évoquerons ensuite rapidement les aides à la création et pour finir, les formalités pour devenir employeur. Commençons donc par identifier vos interlocuteurs pour votre protection sociale. Tout d'abord, il faut garder à l'esprit que si nous, URSSAF, vous réclamons des cotisations sociales dans le cadre de votre activité indépendante, c'est bien pour vous ouvrir le droit à des prestations sociales qui vous seront reversées selon votre situation par les différents organismes qui composent la sécurité sociale au sens large. Car, comme vous le voyez ici, la sécurité sociale, ce n'est pas uniquement l'assurance maladie. Elle couvre l'ensemble de ce qu'on appelle les risques sociaux, la maladie, bien sûr, mais aussi la famille, la retraite ou encore la prévoyance. L'URSSAF est aussi un organisme de sécurité sociale et sa principale mission, la plus connue en tout cas, est d'assurer le financement de votre protection sociale en redistribuant en moins de 5 heures vos cotisations sociales aux organismes prestataires, lesquels les reversent ensuite sous forme de différentes prestations sociales à des millions de bénéficiaires. Pour en savoir plus sur ce lien étroit entre vos cotisations et vos prestations sociales, je vous invite à vous rendre sur le site à quoi servent les cotisations.ursaf.fr ou encore à vous abonner à la chaîne YouTube L'actu des URSAF. Identifions maintenant plus précisément vos différents interlocuteurs. Concernant le calcul et le paiement de vos cotisations sociales hors retraite, il faudra vous adresser à l'URSSAF et votre site de référence sera ursaf.fr. Pour tout ce qui a trait à votre santé, c'est la Caisse primaire d'assurance maladie, la CPAM, qui assure pour vous et vos ayants droit votre couverture maladie. Vous pouvez retrouver votre compte personnel et une multitude d'informations sur le site amélie.fr. À noter que depuis le 1er juillet 2021, vos arrêts maladie sont indemnisés pendant les 90 premiers jours de l'arrêt avec un délai de carence de 3 jours, soit 87 jours indemnisés par la CPAM. Pour autant, si votre arrêt de travail devait être supérieur à 90 jours, vous devrez l'adresser à la Carpinco pour une prise en charge par le régime invalidité. En effet, vos cotisations et droits retraite et invalidité sont gérés par la Carpinco que vous pouvez retrouver sur carpinco.fr. Pascal, voyons à présent avec toi le régime fiscal et les assiettes de cotisation. Merci Laurence. Ce Pascal, excuse-moi, tu peux mettre ton micro, s'il te plaît?
Excusez-moi, les aléas du direct, j'ai oublié de remettre le micro, donc je vais recommencer. Donc, je vous disais que selon votre statut choisi au départ, hein, vous relevez soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés. Et selon ce choix, vous allez cotiser sur une base différente. Je vais vous expliquer tout ça. Et les revenus issus de votre activité professionnelle seront toujours pris en compte sur votre compte cotisant de travailleur indépendant. Par contre, votre rémunération de mandataire social en tant que président de CELASU ou de CELAS ou autre sera assimilée à un statut salarié. Et vous pouvez très bien avoir les deux statuts simultanément. Si vous exercez une activité à titre individuel et que votre chiffre d'affaires est inférieur à 77 700 euros, vous avez la possibilité d'opter pour le régime spécial du micro-BNC. Il faut penser que cette limite est une limite annuelle. Si par exemple vous démarrez le 1er mars 2023, cette limite sera proratisée. Donc du 1er mars au 31 décembre, il y a 306 jours. Ces 306 jours, on va les multiplier par 77 700 et on va ensuite le diviser par 365 jours dans l'année. Et donc, la limite pour quelqu'un qui a démarré au 1er mars ne sera pas de 77 700, mais sera du montant du résultat, donc 65 140 euros. Si vous démarrez par exemple le 1er juillet, grossièrement, ça sera la moitié des 77 700. Donc, pour le micro BNC, pensez à proratiser cette limite si vous êtes en en début d'année autre que le 1er janvier de l'année. Maintenant, parlons du régime réel. Le régime réel, le calcul des cotisations se fait sur le bénéfice de votre entreprise. C'est-à-dire qu'un comptable ou vous-même allez déterminer ce bénéfice et nous le communiquer. Cette année, ce sera la première fois que vous allez le faire directement auprès des impôts et que les impôts nous communiqueront ce montant. Donc, le bénéfice est déterminé en fonction du calcul suivant. On prend toujours ce chiffre d'affaires que vous avez encaissé, on déduit les charges et les frais, on déduit également les cotisations sociales et en découle le bénéfice. Et c'est sur ce bénéfice-là que sont calculées vos cotisations. Si par contre, vous avez créé votre entreprise sous une forme de URL ou d'SARL, ce n'est pas sur le bénéfice de l'entreprise qui lui sera toujours calculé de la même manière, hein, le chiffre d'affaires moins les frais, les charges et les cotisations, mais aussi moins la rémunération du gérant. Et c'est sur cette rémunération du gérant que seront calculées toutes les cotisations sociales. On ajoutera à cette rémunération d'éventuelles lois Madelin, hein, que ce soit en retraite ou en santé, si vous avez pris une complémentaire loi Madelin et que l'entreprise la paye pour vous, elle est à réintégrer dans le revenu. Et vous pouvez également avoir à rajouter à ce revenu des dividendes. Dans quel cas faut-il rajouter des dividendes? Dans le cas où ces dividendes versés représentent plus de 10% du capital de votre société. Donc, on aura l'addition de 3 montants éventuellement. Votre rémunération, les lois Madelin, plus les dividendes, qui seront la base de calcul des cotisations sociales. Et qu'en est-il du calcul des cotisations en début d'activité? Y a-t-il des possibilités d'exonération? Oui, Laurence, pour la première année d'activité, il y a une exonération ACRE. Elle est automatique. Elle court un an de date à date. Le montant de l'exonération va dépendre du revenu réellement déclaré l'année suivante. Donc, initialement, on accorde une exonération à tous les créateurs, hormis ceux qui en ont déjà bénéficié dans les 3 années précédentes ou qui ont cessé une activité pour reprendre une activité vraiment identique. Mais sinon, tous les autres auront droit à cette exonération ACRE. On voit dans le petit tableau, là, sous vos yeux, qu'il y a 3 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est le revenu qui sera déclaré sur cette première année d'activité, qui sera inférieur à 32 994 euros, toujours annuellement, hein. On a le même petit calcul de proratisation en cas de début d'activité différent du 1er janvier. Si, par contre, on a un revenu qui est compris entre 32 994 et 43 992, on a une exonération qui est dégressive.
Et si le revenu définitif de la première année est supérieur au plafond de sécurité sociale, soit 43 992, l'exonération tombera. Les cotisations de la seconde année sont également calculées sur une base forfaitaire, heu, tout comme la première année, jusqu'à ce que vous déclariez le premier revenu. C'est-à-dire que ne connaissant pas le revenu que vous allez faire, on prend cette base forfaitaire. À l'heure actuelle, elle est déterminée par décret ministériel et elle est de 8 358 € pour 2023. Donc, tant que votre revenu 2023 ne sera pas déclaré, nous serons sur cette base-là. Sachez que cette base est modifiable à la hausse ou à la baisse. À la baisse, c'est si vous avez fait de gros investissements et que vous savez d'ores et déjà, par exemple, que le bénéfice sera de zéro ou un déficit ou que de 4 000 €, par exemple. Ou vous pouvez le faire tout de suite à la hausse si vous savez très bien que vous entrez dans un cabinet et que annuellement vous allez faire 40 000 €. Donc, vous pouvez nous demander le recalcul de ces cotisations. On est en régime de croisière dès le moment où vous déclarez votre premier revenu. Le fait de déclarer ce premier revenu a trois impacts. On recalcule effectivement définitivement le revenu de l'année 2023. On ajuste les cotisations 2024 sur ce revenu de 2023 et on vous signale tout de suite le montant des premières cotisations 2025 jusqu'à déclaration du revenu de 2024. Et ainsi de suite, d'année en année, on va ajuster les cotisations sur le dernier revenu connu. Voyons maintenant des chiffres un peu plus concrets. Dans un tableau qui est sous vos yeux, vous voyez que si vous êtes bénéficiaire de l'ACRE, vous allez être exonéré des cotisations maladie, des cotisations indemnités journalières et de l'allocation familiale et de la retraite. Sachez qu'effectivement, les premières cotisations du haut du tableau sont réclamées par votre URSSAF. Et en ce qui concerne les cotisations retraite et invalidité, qui sont dans le bas du tableau, elles vous seront réclamées par la Carpinco. Donc, vous voyez que du côté URSSAF, seules 2 cotisations persistent, c'est-à-dire la contribution à la formation professionnelle, qui est une cotisation forfaitaire, un peu comme votre revenu, elle sera de 110 €. Et la cotisation CSG-CRDS, quant à elle, est calculée sur la base forfaitaire dont je vous parlais tout à l'heure, qui est de 8 358 €. Elle sera recalculée l'année suivante en fonction de votre revenu définitif. Mais sur 8 358 €, elle représente une cotisation de 811 €. Si vous souhaitez plus d'informations sur vos cotisations retraite, je vous invite à vous rapprocher de la Carpinco ou de consulter leur site. Rentrons maintenant un peu plus dans le vif du sujet, Laurence, et voyons les cotisations les unes après les autres et leur mode de calcul. Commençons par la cotisation maladie-maternité. Le taux de cotisation est progressif selon votre revenu. De 0 à 48 391 €, le taux de cotisation est progressif. Il va de 1,5 à 6,5. Et à partir de 48 391, le taux est fixe. Il est de 6,5. Pour la partie conventionnée de vos revenus, il y aura une participation de la caisse primaire à hauteur de 6,4. Donc, vous restera à charge 0,1. Par contre, il y aura, en plus du taux de 6,5, une cotisation additionnelle de 3,25 pour tous les revenus qui ne sont pas conventionnés, c'est-à-dire pour vos dépassements d'honoraires. Prenons un exemple de revenu à 60 000 €. Quand on prend un exemple, ça devient un peu plus concret. Dans ces 60 000 €, vous avez fait un revenu de 50 000 € qui est conventionné net de dépassement d'honoraires et 10 000 € de revenus non conventionnés avec dépassement d'honoraires. Donc le premier calcul se fait sur les 50 000 €. On fait 2 calculs distincts et on prend nos 50 000 € fois 6,5, ce qui fait un total de cotisation de 3 250 €.
La participation de la caisse primaire représentant 6,4%, on fait 50 000 fois 6,4%, donc une déduction de 3 200 €. Donc pour ces 50 000 € de revenus, vous aurez une cotisation qui reste à votre charge à hauteur de 50 €. Le reste sera pris en charge par votre caisse primaire. Par contre, pour le revenu de 10 000 € qui représente des revenus non conventionnés et où il n'y a pas de prise en charge de la caisse primaire, le calcul est totalement différent. Il y aura toujours les 6,5% de cotisation, ce qui représente 650 €, auxquels vont s'additionner 3,25% de cotisation additionnelle. Ça représente 325 €. Donc, on additionne les deux, ce qui fait 650 plus 325, un total de 975 €. Donc, pour le total des 60 000 €, on va additionner nos 50 € de tout à l'heure et les 975, ce qui fait un total de cotisation maladie de 1 025 € à l'année pour un revenu de 60 000 €. Je pourrais revenir sur ces calculs tout à l'heure lors de l'échange pour le question-réponse si quelque chose n'avait pas été compris. Voyons maintenant ce qui concerne la cotisation allocation familiale. Comment est-elle calculée? Vous en êtes exonéré dès lors que votre revenu est inférieur à 45 250 € et entre 45 250 € et 57 590 €, il y a un taux progressif à nouveau et ce taux va de 0 à 3,10%. À partir des 57 590 €, le taux est fixe et il est de 3,10%. En ce qui concerne la cotisation CSG-CRDS, elle n'est pas calculée uniquement sur le revenu, mais sur le revenu plus la cotisation personnelle payée l'année précédente, à laquelle on exclut la CSG-CRDS et la cotisation formation. Et le taux est fixe. Dès le premier euro, le taux est de 9,70 €. De 9,70%, pardon. En ce qui concerne la cotisation aux unions régionales des professionnels de santé, la CURPS, le taux est de 0,10% et sur le revenu d'activité dans la limite de 220 € pour 2023. À savoir que cette contribution n'est pas réclamée aux infirmiers et infirmières remplaçantes. Parlons maintenant de la contribution à la formation professionnelle. Je vous en ai déjà un peu parlé. Je vous ai dit qu'elle était forfaitaire. Le taux est de 0,25% et peu importe votre revenu, elle est basée sur le plafond de sécurité sociale, qui fait que cette cotisation est de 220 et de 110 € pour l'année 2023. À savoir que nous ne sommes que collecteurs de cette cotisation et que la prise en charge pour les formations sera assurée par le FIFPL, le Fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux. Donc, pour une prise en charge, c'est à eux qu'il faudra que vous vous adressiez. Tu nous en as déjà un petit peu parlé tout à l'heure, hein, Pascal, mais quelles sont précisément les modalités de déclaration des revenus lorsqu'on exerce une activité d'infirmier libéral? Revenons en effet sur la déclaration de revenus. Elle est à faire l'année suivante. Elle est à faire généralement, pendant la, campagne de la DGFiP qui commence mi-avril et qui va jusqu'à fin juin. Donc pour cette année 2023, elle sera à faire entre avril et juin 2024. Vous déclarez votre revenu professionnel sur impôts.gouv.fr. Après prise en compte des éléments par le centre des impôts, il y aura une transmission de ces informations vers l'URSSAF, mais aussi vers la Carpinco, pour qu'elle puisse faire également le calcul de vos cotisations. Et je vous disais, cette déclaration va avoir trois impacts. On va calculer définitivement vos cotisations 2023. On va réajuster vos cotisations 2024 sur le revenu 2023 et à titre informatif, on vous indiquera le montant des premières échéances provisionnelles de 2025. Pour 2023, on vous a donc demandé un acompte
Et selon votre revenu, s'il est supérieur, on vous demandera un complément ou s'il est inférieur, on vous fera un remboursement. Si on vous fait un remboursement ou qu'on vous demande un complément de cotisation, là aussi, on ajuste vraiment. Sachez qu'effectivement, vous avez la possibilité, comme je vous le disais tout à l'heure, d'ajuster ce montant au plus juste de votre situation pour ne pas mettre votre entreprise en difficulté ou ne pas avoir un gros rattrapage l'année suivante. Que vous déclariez 10 000, 20 000, 50 000 ou zéro, vous avez la possibilité de nous fournir cet estimatif et de demander le recalcul de cette première année de cotisation. Si vous avez démarré votre activité en 2022, vous aurez à faire cette déclaration d'impôt déjà cette année. La campagne va s'ouvrir dans quelques jours, une quinzaine de jours. Il est prévu le 13 avril l'ouverture de la campagne de la DGFiP et c'est la première année où les praticiens et auxiliaires médicaux auront à faire cette déclaration directement au centre des impôts et plus à l'URSSAF. Donc, comme je vous le disais précédemment, il faut juste changer les années. Vous aurez à déclarer de façon définitive votre revenu 2022, ce qui engendrera, pardon, le calcul définitif de vos cotisations 2022, d'ajuster vos cotisations 2023 et on vous indiquera déjà le montant des premières échéances de 2024 et ainsi de suite d'année en année. Donc, je vous le disais, n'hésitez pas à ajuster les cotisations parce que si nous les calculons sur 8 000 euros et que vous vous retrouviez dans un montant de revenus supérieur au plafond de sécurité sociale ou supérieur à l'exonération ACRE, le rattrapage de l'an prochain sera très important et il y aura en plus l'ajustement des cotisations 2024, ce qui fera que on vous réclamera pratiquement deux régularisations d'un seul coup, ce qui peut être très compliqué. Donc, soit vous provisionnez, soit vous nous demandez effectivement le recalcul sur ce que vous pensez faire comme revenu cette année. Et sachez aussi, petite info supplémentaire, que peu importe votre revenu, même s'il est de zéro ou s'il est négatif, il faut faire cette déclaration d'impôt parce que sinon vous allez être taxé d'office, ce qui peut être pénalisant. Euh, Tout revenu doit être déclaré, qu'il soit positif, négatif ou qu'il soit de zéro. Je parle sous ton contrôle, Pascal, hein, mais il me semble que certains éléments de la déclaration de revenus seront donc pré-remplis en fonction des éléments qui ont été communiqués par la caisse primaire. Par contre, ce n'est pas le cas pour les infirmiers remplaçants, hein, c'est bien ça. C'est bien cela. La caisse primaire communiquera certains éléments, mais pas pour les médecins ou les infirmières remplaçantes. Tout à fait. Parlons maintenant, Laurence, des cotisations minimales. Ces cotisations minimales vous garantissent des droits minimums. Donc, effectivement, c'est-à-dire que si une année, vous avez un revenu de zéro ou un revenu négatif, vous aurez quand même à payer un forfait social minimum. Ce forfait social minimum est d'environ 600-650 euros au global. Il y a la cotisation retraite qui est de 477 euros. Et cette cotisation minimale vous donne droit à 3 trimestres en retraite. Et il y a une cotisation indemnité journalière minimale qui vous donne à hauteur de 49 euros et qui vous donne droit à des indemnités journalières à hauteur de 20 euros au minimum. Et il y a la cotisation formation de 103 euros. Donc l'ensemble de ces cotisations minimales forment le forfait social minimum. Si vous êtes en incapacité de plus de 6 mois pour votre activité, sachez que vous pouvez être exonéré de cotisation retraite. Il faudra en faire la demande auprès de la Carpinco puisque c'est auprès d'elle que vous versez cette cotisation. Et il y a également, dans le cadre de faibles revenus, une possibilité d'exonération auprès de la Carmico. Donc, je vous invite à vous adresser à eux directement. Sachez également qu'en plus de nombreuses informations, vous trouverez sur le site URSSAF un simulateur de cotisation. Ceci peut être utile en cas de baisse ou de hausse de revenus pour estimer le montant des cotisations qui sont réellement dues.
Voyez, c'est simple, hein. Vous avez le tableau sous les yeux. Il suffit d'indiquer le chiffre d'affaires, le montant des charges des contributions sociales, en découle le revenu net et le simulateur vous calculera vos cotisations. C'est un point sur lequel je reviens parce qu'il est très important. Il faut toujours adapter vos cotisations à votre revenu de l'année en cours. Ceci vous évite de payer des cotisations qui ne sont pas réellement dues et qu'on vous remboursera pour éviter une trop grosse régularisation ensuite. Nous l'avons vu, vos cotisations sont un pourcentage de votre revenu. Donc, si ce qu'on vous réclame n'est pas adapté, ça peut mettre votre entreprise en difficulté. Donc, n'hésitez pas à faire cette demande. Merci Pascal pour ces précisions sur le calcul des différentes cotisations, mais qu'en est-il des modalités de paiement? Laurence, nous allons laisser obligatoirement 90 jours à tous nos nouveaux infirmiers pour régler la première échéance par rapport au moment où on les affilie. Une fois ce délai de 90 jours passé, plusieurs possibilités s'offrent à eux. Le paiement trimestriel des cotisations avec 4 échéances dans l'année. C'est ce qui est au départ mis en place, hein, donc avec une échéance le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre. La deuxième possibilité, et que je vous conseille vivement, c'est le prélèvement automatique mensuel. Vous- il, il est fait de façon automatique, soit le 5, soit le 20, en fonction de votre choix. Ça permet d'avoir des montants étalés sur toute l'année. Vous pouvez adhérer à ce service directement en ligne sur ursaf.fr. Si vous êtes marié ou pacsé et que votre conjoint participe régulièrement à l'activité de l'entreprise, il doit avoir obligatoirement un statut. Ça peut être vous aider régulièrement à faire votre comptabilité, ça peut être différents travaux. Mais sachez que pour cela, 3 possibilités s'offrent à lui. Soit être associé, si vous êtes en SARL ou en EIRL, être conjoint collaborateur ou être salarié de votre entreprise. À vous de faire ce choix. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous auprès de la Carpinco, puisqu'il y a différents modes de calcul et c'est la Carpinco qui vous fera ces propositions. Concernant votre protection sociale, on l'a vu tout à l'heure, vous allez avoir différents interlocuteurs selon votre besoin. Mais en quoi consiste la protection sociale d'un infirmier? Mesdames, en ce qui concerne les prestations maternité, vous avez droit à une allocation forfaitaire versée sous certaines conditions à hauteur de 3 666 € et d'indemnités journalières en complément de ce forfait. Et le montant de l'indemnité journalière est de 60,26 € par jour d'arrêt pour pour arrêt maternité. Messieurs, il y a le congé paternité. Ce congé paternité vous donne droit également à 60,26 € par jour d'arrêt pour congé paternité. En cas d'arrêt de travail classique, vous avez des indemnités journalières, donc comme je vous le disais tout à l'heure, qui vont de 20 € par jour à 180,79 €. Elles sont en fonction du revenu de vos 3 dernières années. S'il n'y en a qu'une ou 2, la moyenne sera faite sur une année, sur 2 années, et elles représentent un 730e du revenu d'activité. Pourquoi un 730e? Puisqu'elles représentent en fait 50 % de votre revenu et qu'il y a 365 jours dans une année. On vous l'a déjà dit précédemment, ces indemnités sont versées pendant 87 jours maximum, puisqu'il y a 3 jours de carence et ensuite 87 jours d'indemnisation. Et à partir du 91e jour, c'est la Carpinco qui prend le relais de la caisse primaire. Tout ce qui concerne la retraite est géré, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, par la Carpinco. Vous pouvez aller retrouver les informations sur leur site, hein, sur www.carpinco.com/je prépare ma retraite, je m'informe des conditions de mon départ en retraite. Merci beaucoup Pascal. Voyons à présent à quelles aides peuvent prétendre les nouveaux infirmiers lors de leur installation en libéral. Effectivement, Laurence,
Avant d'évoquer ce sujet, je voulais juste préciser que la rémunération forfaitaire versée par l'assurance maladie, que ce soit pour les aides à la création, l'indemnisation à la formation continue, les primes à l'installation, sont à déclarer dans le revenu. Le- Ce revenu est- Ces revenus exonérés sont réintégrés dans la base de cotisation sociale obligatoire. Donc, il faut bien penser à les déclarer en même temps que vos revenus. Je vais être très succincte pour les aides à l'installation. Il y en a de plusieurs types. L'une des aides possibles à la création est le contrat d'aide à la création de cabinets infirmiers libéral en zone très sous-dotée ou sous-dotée. Cette aide est de 20 000 euros pour les 2 premières années et de 3 000 euros la troisième année. Si vous souhaitez plus d'informations, il faudra vous rapprocher de l'ARS ou consulter le portail d'accompagnement des professionnels de santé. Je t'interromps juste, Pascal, hein, je jette un petit coup d'œil hein, de temps en temps au fil des discussions. Je vois aucune question, donc je vous rappelle juste, hein, n'hésitez pas à interrompre Pascal en posant des questions dans le fil de discussion ou éventuellement en levant la main. Vous avez une petite icône en haut de votre écran. Voilà. Fin de la petite parenthèse. Pascal, je te rends la parole. Merci Laurence. Il y a également une aide à la création quand vous rejoignez un cabinet déjà existant. Et là aussi, l'aide est de 20 000 euros les 2 premières années et 3 000 euros la troisième année. Pardon, elle est de 12 500 euros les 2 premières années et de 3 000 euros la troisième année. Et cette installation doit toujours être en zone très sous-dotée ou sous-dotée. Et là aussi, comme tout à l'heure, je n'ai pas plus d'informations que ça. C'est l'ARS qui gère ces aides. Et vous pouvez trouver des informations sur le portail d'accompagnement des professionnels de santé ou contacter votre CRES primaire pour toute aide possible, notamment les aides à la télétransmission qui sont accordées par la caisse primaire. On a également une aide de 27 500 euros qui est non renouvelable sur 5 ans pour le contrat d'aide à l'installation des infirmiers. 50% de l'activité conventionnée, il faut avoir au moins 50% en activité conventionnée et être en zone très sous-dotée et ayant des honoraires annuels sans dépassement à hauteur de moins de 10 000 euros. Là aussi, tout ça est géré, je vous le disais, par l'ARS. L'aide au démarrage en pratique avancée, l'aide est de 40 000 euros pour les extensions en zone d'intervention prioritaire et 27 000 pour l'exercice en dehors des zones sous-dotées. Donc, je vous invite toujours à vous rendre sur le site de l'ARS pour avoir plus d'informations. Merci beaucoup, Pascal. Au moment de la création de votre cabinet, si votre activité prend de l'ampleur, vous pouvez être amené à embaucher un ou plusieurs salariés. Quelles sont donc les démarches à accomplir pour devenir un employeur? Première étape, Laurence, c'est la déclaration du salarié. Elle se fait par la déclaration préalable à l'embauche, la DPAE. Ceci est obligatoire avant l'embauche du salarié, soit sur le site de l'URSSAF.fr ou directement sur Net Entreprise. Après cela, il faudra établir une fiche de salaire de votre employé et donc faire une déclaration sociale nominative, la fameuse DSN. Pour cela, il vous faudra soit un logiciel de paye, soit faire appel à un expert comptable ou à un prestataire spécialisé dans le domaine. Deuxième possibilité pour obtenir cette fameuse fiche de salaire, c'est de faire appel à un service gratuit des URSSAF qui est le TZ, le titre emploi service entreprise. C'est un service en ligne mis en place par le réseau des URSSAF et entièrement gratuit. Grâce à lui, une seule déclaration pour la déclaration préalable d'embauche et le contrat de travail. Plus de bulletin de salaire à effectuer, c'est le TZ qui s'en charge. Il suffira de déclarer le nombre d'heures, le tarif horaire et le paiement des cotisations se fait auprès de votre URSSAF pour une protection sociale obligatoire de votre salarié et de l'impôt sur le revenu prélevé à la source.
Eh bien, merci Pascal pour l'ensemble de ces explications. Arrive maintenant le temps des questions-réponses. Mais au préalable, je voudrais vous solliciter très rapidement pour répondre à un petit sondage qui va apparaître sur votre écran et donner une note simplement en un clic à la présentation qui vient de vous être faite. Donc, je vous remercie par avance pour vos retours. Cécile, si tu veux bien envoyer le petit sondage. Et par contre, en même temps, je jette un petit coup d'œil au fil de discussion. Toujours pas de questions, donc j'imagine que tu as été particulièrement clair, Pascal. En tout état de cause, si vous avez des questions, peut-être que vous préférez les poser à l'oral, donc n'hésitez pas, comme je le disais, à lever la main pour vous signaler. Personne n'ose se lancer ou tout a été très clair? On va attendre encore un petit temps. Euh, Simplement, bah, je voulais encore vous préciser hein, que le réseau URSSAF met à votre disposition des centres PAM dédiés, comme par exemple au sein des URSSAF d'Alsace, de Champagne-Ardenne ou de Lorraine. Et donc, ils vous offrent des modes de contact et d'accompagnement qui vous sont dédiés. Mais je viens de voir du coin de l'œil des petites questions. Alors, Madame V, Pascal souhaiterait savoir s'il y a une régularisation de cotisation après la première année d'exercice. Tout à fait, Laurence. Les régularisations se feront chaque année dans le mois qui suit votre déclaration d'impôt. Et comme pour la première année, vous déclarez le revenu, on recalcule effectivement définitivement l'année précédente, on ajuste l'année en cours et on vous signale les premières cotisations de l'année suivante, encore une fois. Le fait de déclarer son revenu a trois impacts. On appelle ça le 3 en un. Donc, ça calcule définitivement les cotisations de l'année en cours. Et à ce moment-là, soit on vous rembourse, soit on vous demande un complément, selon que vos revenus de l'année précédente sont supérieurs ou inférieurs à l'année qu'on avait pris en charge, donc par rapport à l'année précédente. On calcule toujours les cotisations sur le dernier revenu connu. Donc, par exemple, quelqu'un qui aujourd'hui est en régime de croisière, comme on appelle ça, on lui réclame aujourd'hui les cotisations sur son revenu 2021. Dans quelques semaines, il fera sa déclaration de revenus 2022. Donc, on recalculera définitivement l'année 2023, puis ainsi de suite, l'année 2024 et d'année en année. Mais il y a systématiquement une régularisation et une déclaration à faire auprès de la DGFiP. Donc, selon que le revenu augmente, on va vous réclamer plus. Si le revenu diminue, on va vous réclamer moins. Cette augmentation, donc si vous êtes en cotisation mensuelle et que votre déclaration, vous la faites au mois d'avril, au mois de mai, on va vous demander le complément. Mais ce complément va être échelonnés sur tous les mois de l'année qui vont rester. Donc, si par exemple, vous avez un complément de cotisation de 7 000 € à payer et que votre déclaration, vous l'avez faite au mois de mai, eh ben, on vous demandera le complément de juin à décembre. Donc, on vous demandera un supplément de 1 000 € sur juin, sur juillet, août, et ainsi de suite jusqu'à décembre pour régulariser les 7 000 € de cotisation. Par contre, si on a un remboursement à vous faire, le remboursement sera immédiat et il sera fait dans le mois qui suit votre déclaration de revenus. Est-ce que j'ai répondu à votre question, madame? Donc, je ne sais pas si tu as vu, là, Madame V a un petit peu complété sa question. Donc, en fait, effectivement, on peut anticiper avec le simulateur, mais est-ce qu'on peut faire un premier versement en cours de première année pour éviter d'avoir une trop grosse régularisation le moment venu? Dès lors que, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, dès lors que vous nous demandez un estimatif, hein, donc vous nous faites un simple petit message en disant j'estime mon revenu de l'année 2023 à 50 000 €. Hein. Ben, nous allons mettre ce 50 000 € à la place des 8 300 et quelques euros et les cotisations ne seront plus réclamées sur 8 000 mais sur 50 000. Et donc, c'est nous qui allons, sur les cotisations qu'il reste jusqu'à la fin de l'année, vous réclamer
des sommes plus importantes. Donc, vous n'avez pas, vous, à anticiper. C'est nous qui allons vous réclamer plus dès lors que vous faites cette simulation, cette estimation, pardon. Donc, si par exemple, vous nous faites cette estimation demain et que vous êtes encore en cotisation trimestrielle, eh ben, nous allons vous réclamer plus pour l'échéance du 5 mai, plus pour l'échéance du 5 août et du 5 novembre. Et ça sera étalé sur toute l'année. Ça évitera effectivement cette grosse régularisation l'année prochaine. Par contre, si vous nous envoyez une somme et que vous n'avez pas fait cet estimatif, on risque de vous la rembourser puisqu'on ne saura pas à quoi elle correspond. Donc, vous créez votre espace en ligne sur ursaf.fr. Vous verrez que vous avez un petit onglet Nous contacter, un simple petit message disant j'estime mon revenu à 10 000, à 0, à 50 000, à 100 000. Nous, on s'adaptera et on vous recalculera les cotisations dans les jours qui suivent et les échéances suivantes seront modifiées, que vous soyez en cotisation mensuelle ou trimestrielle. Vous- Alors, je vois qu'on a une nouvelle question d'Yvan qui souhaite savoir si les indemnités journalières sont à déclarer dans la 2035 ou si elles seront pré-remplies dans la 2042. Donc, ça, c'est une question qui est très fiscale, hein. En fait, elles seront pré-remplies normalement. Là aussi, ça dépend du type d'indemnité journalière, à savoir que les indemnités journalières, si vous êtes en ALD, donc affection longue durée, ne sont pas imposables, les autres le sont et elles sont effectivement à réintégrer. La DGFiP les mettra dans la bonne case si effectivement ils sont informés comme nous de votre début d'activité en tant qu'indépendant. Donc selon la période, seront-ils capables, s'il y a une période sur la même année, de savoir si vous étiez indépendant à ce moment-là ou si vous étiez salarié encore? Là, je ne pourrais pas vous répondre et je préférerais que vous posiez cette question directement au centre des impôts. Et comme c'est la première année où vous aurez à faire votre déclaration pour les indépendants au niveau de la DSFU, sachez qu'effectivement, un webinaire national sera organisé et vous pourrez le suivre, hein. Et dans les différentes URSSAF, que ce soit en Lorraine, en Champagne-Ardenne, nous vous communiquerons également toutes les informations nécessaires pour pouvoir faire au mieux cette première DSFU en 2023 si vous avez démarré votre activité en 2022. Donc, du coup, oui, Yvan complète en disant qu'en pratique, on constate des doublons, du coup. Ensuite, nous avons Zelda qui nous dit, lorsqu'on veut utiliser le simulateur dans le chiffre d'affaires, doit-on abattre les frais, donc micro-BNC? Faut-il faire le calcul comme dans la présentation si elle a commencé en septembre 2022 pour que ce soit une estimation annuelle? Oui, il faut faire comme pour 2022, mettre l'intégralité du chiffre d'affaires. Sachez que cette estimation pour 2022 ne peut plus être faite pour 2022. Vous pouvez estimer du 2023, mais on ne peut estimer un revenu à la hausse que quand l'année est encore en cours. Aujourd'hui, on ne peut plus estimer 2022 puisque dans quelques jours, vous allez pouvoir faire votre déclaration d'impôt et qu'une fois que cette déclaration est faite et que la DGFiP nous aura fourni le montant, nous allons recalculer les cotisations 2022. Donc là, vous pouvez encore faire un estimatif jusqu'au 31 décembre. Sachez aussi que vous pouvez quoi, que cette possibilité existe tout au long de l'année. Donc aujourd'hui, vous avez peut-être que peu de recul et vous vous dites que votre revenu, par exemple, va être de 30 000 euros et vous nous faites un estimatif à 30 000 euros. Mais finalement, vous vous rendez compte que votre activité est moins importante ou beaucoup plus importante. On n'espère pas de nouvelles pandémies et que vous soyez surchargé, mais pour X raisons, vous pourriez avoir une activité qui se développe beaucoup plus que ce que vous n'aviez pressenti à un instant T. Eh ben, dans 2 mois, vous pouvez très bien nous refaire un estimatif
à 40 000, 50 000 ou à 20 000 parce que vous aviez surestimé le chiffre. Vous avez cette possibilité de faire un estimatif plusieurs fois dans l'année. Dans l'absolu, c'est possible, je crois, tous les 15 jours. Donc, on ne vous demande pas de faire un estimatif tous les 15 jours, hein. Vous mettriez notre service informatique à mal, hein, à force d'estimer dans un sens ou dans un autre. Mais ce n'est pas parce qu'on a fait un estimatif en mars qu'on ne peut pas en refaire un en septembre, voire en novembre, pour ajuster au mieux les cotisations sur toute l'année. Donc, que ce soit à la hausse ou à la baisse, on ajustera toutes les cotisations qui resteront jusqu'au 31 décembre. Merci Pascal. Par contre, j'espère que j'ai bien compris la question de Zelda, mais en fait, quand tu renseignes dans le simulateur, on est en micro-entreprise, est-ce qu'on renseigne le chiffre d'affaires brut ou est-ce qu'on déduit déjà l'abattement fiscal qui correspond à l'activité? Non, on met le chiffre d'affaires brut et c'est le système qui va faire l'abattement fiscal de 34% et retiendra bien 66% de ce montant. Vous retrouverez en revenu quand vous êtes sur le simulateur. Si vous cochez effectivement la case micro BNC, vous retrouverez les 66% du chiffre d'affaires. Oui, donc Zelda est satisfaite de la réponse. De Je rien. crois que c'est encore Yvan qui demande si on peut lui confirmer que pour le calcul des IJ, des indemnités journalières, pardon, si on débute l'activité en 2022, en 2023, on aura revenu 2022 divisé par 3, divisé par 730. Non, non, pas du tout. En fait, si en 2022, par exemple, vous avez commencé au 1er juillet, nous allons communiquer le revenu de 2022 et ce revenu 2022, la caisse primaire va le réannualiser parce que nous transmettons deux éléments à la caisse primaire. Nous transmettons effectivement le revenu, mais le nombre de jours d'activité. Donc, je vais prendre et je vais un peu simplifier le calcul. Quelqu'un qui a commencé le 1er juillet et qui a gagné 10 000 euros, bah, nous transmettrons, ou je vais prendre le 1er mars, puisque je sais maintenant que du 1er mars au 31 décembre, il y a 306 jours. Donc, on transmettra ce 306 et ce 10 000 euros. Et la caisse primaire fera le calcul pour réannualiser le revenu et ne pas vous pénaliser. Sachez aussi que pour qu'il y ait versement des indemnités journalières, il faut qu'il y ait un an d'affiliation. Mais si vous étiez salarié, par exemple, avant, il y a un maintien de droit gratuit en fonction de l'activité précédente. Donc, effectivement, le mode de calcul de la première année dépend du régime qui prend le relais. Donc, si effectivement vous avez dépassé l'année d'affiliation, c'est le mode de calcul d'un indépendant. Et sinon, c'est le mode de calcul de votre ancien régime qui prend le relais, puisqu'il y a un an de maintien de droit. Mais dès lors que cette date est passée, on est dans le mode dont je vous parlais. Et donc, dans votre cas, Yvan, il n'y a pas de divisé par 3, puisque ce revenu de 10 000 euros réannualisé, on va dire que ça te fait du 14 000 si c'est un début au 1er mars, hein, mais c'est vraiment, je n'ai pas fait le calcul, c'est vraiment très, très grossier. Et ben, ce 14 000 sera divisé directement par 730. J'espère avoir été claire. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Et je vous rappelle hein, que vous pouvez les poser à l'oral. Ah, si. Nicolas souhaiterait savoir, oula, là, ça a bougé. Pour les différents calculs, on parle de revenus. Cela est égal au bénéfice net? Oui, au bénéfice net si vous êtes en entreprise individuelle et au réel, et donc là on parle de revenus. Si vous êtes en EURL ou de SARL, ça sera la rémunération. Dans les deux cas, dans le premier cas, on peut ajouter des lois Madelin et dans le second, des lois Madelin et des dividendes. En fait, le revenu, c'est la base de calcul URSSAF. C'est sur ce montant-là, hein, sur la base de calcul
sur laquelle vous payez vos cotisations que toutes les prestations seront calculées, sauf les allocations familiales, hein, parce que là aussi, vous avez droit aux allocations familiales. C'est une cotisation que vous réglez, mais c'est votre foyer fiscal qui impacte le calcul des prestations familiales. Pour tout le reste, votre retraite ou les indemnités journalières, c'est la base sociale, donc la base sur laquelle est calculée les cotisations. Vous verrez au niveau de la Carpinco, vos cotisations retraite sont limitées pour la base au plafond de sécurité sociale. Donc, si vous avez un revenu de 100 000 euros, vous ne cotiserez que sur le plafond de sécurité sociale. Mais tout ce qui est retraite, je préférerais que vous voyez directement avec la Carpinco qui gère vos droits retraite. Alors, on a encore une question de Madame G, qui nous parle de son conjoint à qui on a refusé l'ajustement du pourcentage de prélèvement, alors qu'il sait déjà qu'il va moins gagner cette année et que par rapport à l'année précédente, il a encore moins gagné que l'année encore avant. Donc, comment faire pour ajuster, car vis-à-vis de ses revenus actuels, ça le met en difficulté. Comme je vous le disais tout à l'heure, s'il va sur son espace en ligne, qu'il fait un petit message à son URSSAF, euh, on- le calcul va se faire automatiquement. On ne refuse jamais un estimatif. Là, je suis bien embêtée parce que je voudrais vous dire de nous faire, parce que là, c'est pour qu'on vérifie et qu'on donne une suite à la demande de votre conjoint. On va vous donner, puisque là, nous sommes trois organismes, hein, l'URSSAF Lorraine, l'URSSAF Champagne-Ardenne et l'Alsace. Je ne sais pas de quelle URSSAF vous dépendez, mais je vais vous donner une adresse mail alsacienne. Faites-nous un petit message sur cette adresse mail en nous mettant vos coordonnées et l'URSSAF dont dépend votre conjoint euh, prendra contact avec lui et lui expliquera comment faire cette démarche. Laurence, je pense, est en train de vous écrire l'adresse mail alsacienne. Rendez-vous. Et n'hésitez pas, on relaiera. Et donc, mettez bien le nom, le prénom et le numéro de sécurité sociale. Et nous nous engageons, même pour les autres URSSAF, à ce qu'ils soient rappelés. Voilà, donc Oui, effectivement, le mieux, c'est Amal répond qu'effectivement, l'estimatif de 2022 n'est plus possible, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, le seul motif de refus, effectivement, pourrait être que ça concerne l'an dernier et pas cette année, puisque dans quelques jours, la campagne de la DGFiP va s'ouvrir et que le récalcul de l'année 2022 va se faire. Donc, effectivement, si c'est pour l'année 2022, c'est normal qu'aujourd'hui, on vous dise que ce n'est plus possible. Dans la lecture Donc, de la question, j'ai plutôt l'impression que c'est pour cette année, mais bon, oui. effectivement, vous nous préciserez ça dans votre message et on étudiera concrètement le compte de votre conjoint. Oui, Oui, je je suis. suis désolée de ne pas plus vous répondre, mais je ne voudrais pas que vous dévoiliez des données personnelles dans l'événement. Ça Vous vous convient convient comme comme cela? cela? Parfait. Parfait. Alors, Nicolas, donc pour un infirmier remplaçant touchant environ 4 000 euros par mois de rétrocession, il a donc fort intérêt à mettre à jour les revenus pour que les cotisations soient estimées au plus juste afin d'éviter, pardon, un rattrapage important. Tout à fait. Parce que vous voyez bien que si l'année est complète avec un début d'activité au 1er janvier, on va vous calculer vos cotisations sur 8 300 euros. Si je fais 4 000 euros fois 12 et que je retiens 66% de ce montant-là, on est bien au-delà. En plus, la première année, il y a une exonération ACRE. Je pense que ce 4 000 euros fois 12 et qu'on retienne 66%, je n'arrive pas à faire le calcul de tête, mais on risque d'être
au minimum dans la deuxième tranche avec une exonération acre partielle et plus une exonération totale. Donc avec des cotisations qui aujourd'hui sont exonérées, qui demain seront à régler. Donc oui, je vous conseille vivement en tant qu'infirmière remplaçant de faire cet estimatif et de demander le recalcul des cotisations 2023. Ou de provisionner en allant sur le simulateur, en faisant le calcul et une fois que vous avez le montant, bah, tous les mois de mettre ce montant puisque l'année prochaine, on vous le réclamera et ne pas vous retrouver en difficulté l'an prochain. Donc, soit vous nous faites cette demande et vous payez au fur et à mesure, soit effectivement vous provisionnez pour avoir la somme quand elle vous sera réclamée l'an prochain. Mais ne rien faire, c'est pas top pour l'an prochain. Je te transmets les remerciements de Nicolas. De rien, de rien. Euh, pour l'instant, pas d'autres questions dans le fil de discussion, hein, donc j'insiste, hein, mais n'hésitez pas à les poser également à l'oral, hein, en levant la main pour vous signaler. Bon, je n'en vois pas d'autres, donc j'imagine que toutes les explications sont claires. Une fois, deux fois, trois fois. Très bien, bah, je pense que nous allons en arriver à la fin de ce webinaire. Bah, je te remercie, hein, bien évidemment, Pascal, pour toutes tes explications. Notre équipe de chatteurs qui était en soutien également pour leur expertise. Et puis, ben, surtout, un grand merci à vous toutes et tous pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles webconférences. Ben, bon appétit, du coup, et bon après-midi à toutes et tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir.